Les anxieux sont la priorité. Si le monde comptait plus de 50% ou 60% de personnes sécures, vous et moi savons qu'il n'y aurait pas toutes ces difficultés dans les rencontres. Dans ces différents extraits que je partage, issus d'une discussion sur Reddit, vous pouvez lire que le chiffre de 60% et plus vient de l'auto-évaluation et pas d'un test en ligne, par exemple. Vous lirez une personne divorcée expliquer par exemple qu'être marié ne veut pas dire qu'on vit une relation sécure. Par contre, ce que d'autres ont expérimenté est plutôt le fait que les sécures sont à peine 30% de la population. C'est mon expérience aussi. C'est aussi ce que certains ont retenu dans les interventions de Thaïs Gibson, experte en relations, avec un focus sur l'attachement. Thaïs Gibson détient un doctorat et est également auteur de 2 livres, Learning Love et Attachment Theory. Alors, les anxieux sont la priorité. Pour moi, les anxieux sont la priorité, la catégorie qui mérite le plus d'attention pour 3 raisons. Première raison, quand on est anxieux, c'est beaucoup plus facile de redevenir sécure. L'anxieux n'est pas coupé de ses émotions ou de sa vie émotionnelle. L'anxieux n'a pas un problème de disponibilité émotionnelle. L'anxieux n'a pas un problème d'engagement dans le couple. Deuxième raison, si on compare les 3 attachements, sécure, anxieux, évitant, les anxieux constituent la majorité. Combien de couples sécure avez-vous croisé, avez-vous rencontré, expérimenté dans votre vie? 2, 5, 10 ou plus. Personnellement, j'ai rencontré moins de 10 couples dans ma vie que je pourrais qualifier de sécure. À vrai dire, je ne peux même pas en citer 5. Or, si les anxieux étaient en couple avec un partenaire sécure, il y aurait plus de personnes sécures dans le monde. Pourquoi donc? Parce que l'anxieux ne peut pas rendre un sécure anxieux. Seule une relation avec un évitant rend le sécure anxieux s'il ne quitte pas la relation. C'est pour cela qu'une personne sécure qui entretient une relation avec une personne à l'attachement évitant peut devenir anxieuse. C'est même ce qui arrive le plus souvent, que l'évitant soit un homme ou une femme. Enfin, le monde est de plus en plus anxiogène. Le fait d'avoir une visibilité 360 sur ce qui se passe dans le monde via Internet, notre téléphone, l'ordinateur, les médias sociaux rajoute de l'anxiété à l'anxiété causée par notre trajectoire personnelle. Il y a, à mon avis, 3 niveaux d'anxiété. L'anxiété d'attachement, l'anxiété relationnelle et l'anxiété sociétale. La vérité est que tout le monde peut être anxieux. 3e et dernière raison, les anxieux sont la priorité parce que ils sont, d'après moi, la solution entre les sécures et les évitants. La sécurité intérieure affecte beaucoup la sécurité sentimentale dans les relations et dans les couples. Adam Lane Smith est un ancien thérapeute de couple et familial qui s'est depuis spécialisé sur l'attachement. Ce thérapeute rappelle souvent sur sa chaîne et de nombreuses interventions que derrière les difficultés dans les couples, il y a toujours un problème d'écart d'attachement. Il y a longtemps, j'ai failli croire un homme qui m'a dit un jour « Tu fais peur aux hommes ». C'est uniquement en étudiant l'attachement que des années plus tard, j'ai pu voir tous les signes de son attachement évitant. Ce qui m'a aidé à ne pas croire cet homme est que jamais aucun autre homme sécure ne me l'avait dit dans mes autres relations courantes. Plus important que ça, j'avais un passé de salarié, travaillant avec des hommes de pouvoir. Or, j'avais plutôt un feedback opposé à cette phrase « tu fais peur aux hommes ». Je partage ici mon expérience pour vous dire que vous n'êtes pas
la seule personne à être anxieuse dans une relation. Je dis personne parce que vous pouvez être un homme ou une femme. C'est juste que certaines personnes savent cacher leur anxiété et peuvent vous rendre, par exemple, coupable ou responsable de ce qui ne va pas dans la relation. Peuvent utiliser le gaslighting. J'en parle pour dire que si vous ressentez, par exemple, une certaine forme de honte ou de culpabilité d'être anxieux ou anxieuse, l'anxiété n'est pas qui vous êtes, elle est une conséquence. Plus vous ressentirez une certaine forme de honte ou de culpabilité, plus vous maintiendrez cette anxiété. Par ailleurs, le moyen le plus efficace de réduire votre anxiété est de la spécifier. Ainsi, vous réduisez cette anxiété à un domaine sur 10. Voici quelques questions qui peuvent vous aider. Quel est le domaine qui vous rend anxieux à plus de 90%? Après, demandez à votre corps, qui vous connaît plus que vous-même, de montrer les situations, circonstances qui font élever ce pourcentage, qui le font maintenir à 90%, voire plus. Ensuite, répondez à cette question. Quelle est la dernière fois où vous avez eu un niveau d'anxiété inférieur à 10% dans ce domaine spécifique? Est-ce que vous êtes capable de revivre cette période, ce que vous faisiez, avec qui vous étiez, avec qui vous viviez? Parce que si vous êtes capable de le faire, c'est cette période que vous pouvez répéter encore et encore afin que cette mémoire primordiale de sécurité se réinstalle dans le corps comme un paramètre d'origine. Parce qu'une personne sécure va avoir un niveau d'anxiété inférieur à 5-10%. Une autre piste de solution est de faire une liste à 3 colonnes. Colonne 1, quelles sont les personnes dont la présence, les conversations vous rendent plus sécure. Colonne 2, quelles sont les personnes dont la présence, les énergies, les conversations vous rendent plus anxieux, anxieuse. Colonne 3, quelles sont les personnes dont la présence, l'énergie, les conversations vous poussent à être évitant ou évitante, c'est-à-dire que vous avez un problème dans cette relation, mais n'en parlez pas. La condition implicite pour que la relation continue est que vous évitiez de parler de ce qui compte le plus pour vous. Pour chacune des 3 colonnes, pensez à indiquer pourquoi, à motiver pourquoi ces personnes, ces relations sont dans une colonne plutôt que dans une autre. Ensuite, demandez à votre corps, est-ce que je manquerais à cette personne si je n'étais plus dans sa vie? Dans cette relation, où se situe le curseur de réciprocité? Si ce curseur est à 100%, l'autre et vous êtes des givers et des takers en même temps, des donneurs et des preneurs. Mais si vous êtes plus un donneur et qu'en face, vous avez une majorité de preneurs dans vos relations, cela va développer de l'anxiété et des croyances comme « je ne suis pas assez, je ne suis pas digne de recevoir plus ». Et si vous êtes chrétien comme moi, vous connaissez peut-être cette fameuse phrase « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Or, dans cette phrase tirée de l'évangile selon saint Matthieu à l'origine, je crois, il était question d'humilité comme qualité d'âme et de désir de ressemblance à Dieu et pas d'humiliation de soi, d'infériorisation de soi, ce qui nous éloignerait alors du sentiment d'image et de ressemblance au divin. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu est très humble. L'humilité est assurément la première qualité de Dieu. Il est tout sauf arrogant. On ne peut pas être humble et arrogant en même temps. Pourquoi cet exercice? Dans le passé, j'ai mis fin à 2 relations avec beaucoup de facilité après avoir fait cet exercice que je viens de partager avec vous. À la question « Est-ce que je manquerais à cette relation si je n'étais plus dans sa vie ?» La réponse fut spontanément non
en raison des multiples évidences passées que je m'étais autorisée à voir enfin. Vous avez sans doute remarqué comment j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que je manquerais à cette relation si je n'étais plus dans sa vie? Si je pose la question ainsi, c'est tout simplement parce que vous avez sans doute des relations dans votre vie et vous ne voulez pas y mettre fin. Parce que ces relations comptent pour vous. Parce que vous êtes prêt à faire des concessions. Mais toute relation a toujours besoin de 3 choses. L'attachement, l'authenticité et la réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, un R en cache un autre, il y aura un ressentiment. Donc c'est pour cela que j'ai posé la question, est-ce que je manquerais à cette relation si je n'étais plus dans sa vie? J'en profite pour partager un excellent livre qui permet de voir les différents accords silencieux que nous ne voyons pas toujours dans les relations. Dans le livre Silent Agreement, il est plutôt question de valeurs et je peux vivre mes valeurs sans chercher implicitement à contrôler comment l'autre vit les siennes. Sur Amazon, il y a un long extrait du chapitre 1, ce qui vous aidera à savoir si le livre résonne en vous. C'est le bon livre pour poser ses valeurs au lieu de poser des limites qui peuvent être perçues par l'autre, par les autres, comme une forme de contrôle, de manipulation ou d'asymétrie de pouvoir. Le titre est donc Silent Agreements, How to Free Your Relationships of Unspoken Expectations. Je ne pense pas que le livre soit traduit en français. Comme conclusion, je dirais le plus important est de ne pas faire de son anxiété une valeur. Après avoir reconnu qu'on a un attachement anxieux, c'est-à-dire de ne pas se dire j'ai un attachement anxieux, ça a toujours été ainsi, ce sera toujours ainsi. Si vous pensez comme ça, vous commencez à en faire une valeur à partir de laquelle vous allez œuvrer, vous allez marcher, vous allez avancer. Par contre, rien n'empêche de voir son attachement anxieux comme une vulnérabilité. Autrement dit, je sais que j'ai une base sécure, mais j'ai aussi une fraction d'attachement anxieux. Donc, comment je fais pour limiter cette vulnérabilité ? Qu'est-ce que je fais? Comment j'agis à partir aussi de cette vulnérabilité qu'est l'attachement anxieux? Plus vous allez danser avec cette fraction anxieuse de l'attachement, plus cette vulnérabilité ne sera pas une faiblesse, mais au contraire, juste un point de vigilance et surtout pas une valeur. C'est la fin de cette transmission. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Belle journée.